Bienvenue, Madame Fatim Touré, Merci. aux Ateliers du Sahel, à la galerie des Ateliers du Sahel. Voilà. Et félicitations pour cette œuvre-là aussi. C'est une tapisserie que je pourrais vous expliquer le processus de tissage, donc jusqu'à l'aboutissement de l'œuvre. D'accord. Avec plaisir. Et tout le plaisir aussi est partagé, je me répète, parce que c'est important. Parce que je vous présente d'abord comme artiste plasticien. Je fais de la peinture, je fais de la tapisserie, je fais de la sculpture, je fais de l'installation. Voilà, donc je suis dans mon travail d'artiste en travaillant toujours sur des thématiques qui interpellent l'humanité. Donc je suis à ma 45e année de pratique artistique, spécialisée dans tous ces domaines-là. Et là, nous sommes présentement dans le cas typique d'une pièce de tapisserie. Une tapisserie, c'est d'abord un travail très méticuleux qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de détails. Parce que pour faire une tapisserie, il faudrait d'abord faire une maquette, c'est-à-dire le carton, ce qu'on appelle le carton de tapisserie. Et là, il faut être spécialisé en tapisserie pour voir un carton de tapisserie. Après le carton, on fait le système, ce qu'on appelle d'agrandissement. L'agrandissement du carton vous amène à avoir une dimension que vous voulez. Ça peut être cette dimension comme elle peut être sur 3 mètres même. Tout dépend du système de carrelage pour arriver à l'agrandir à l'échelle. Parce que si vous agrandissez un carton, vous devrez le faire à l'échelle et au détail, au millimètre près. Ce qui fait que vous restituez ce qu'il y a dans le carton, dans la tapisserie. D'abord, on termine le carton, on fait l'agrandissement sur un autre carton, on passe sur le métier à tisser pour maintenant faire ce qu'on appelle aller faire le tissage. Et ce tissage est un tissage en basse lisse. Parce qu'il y a plusieurs techniques de tissage, basse lisse et haute lisse. Haute lisse, vous asseyez, vous travaillez avec les mains. Avec la basse lisse, vous vous asseyez toujours, mais vous travaillez avec les jambes et les mains, c'est-à-dire vous faites travailler comme le tissage traditionnel. Donc ça, c'est un peu plus modernisé. Après cela, maintenant, vous faites le choix des couleurs. Le choix des couleurs, vous regardez toutes les couleurs qui existent sur le carton, parce qu'il y a des multitudes de couleurs et des multitudes de nuances. Quand vous voyez, par exemple, ces gammes de couleurs, elles sont différentes. C'est de l'oranger qui va au jaune soleil, au jaune citron, et ainsi de suite. Ensuite, le blanc qui vient interférer. Et ici, ce qu'on appelle le chiné. Quand on fait le chiné, c'est de mettre les couleurs ensemble, 4 brins de rouge, 2 brins de jaune, pour arriver à avoir cette transition. Donc, Monsieur Gassé, on parlait tout à l'heure de l'œuvre choisie par Maison Touré. Vous utilisez la technique de la tapisserie. Est-ce que vous pouvez nous parler des techniques que vous utilisez pour créer des œuvres en général, vos œuvres en général? Oui, moi j'ai eu la chance quand même de pratiquer plusieurs techniques, d'avoir été formé dans ça d'ailleurs. D'abord la technique de la tapisserie. Ça, je l'ai expliqué comment ça se passe, comment on le fait. Il y a aussi la peinture. Donc la peinture sur poil de jute, poil de lin, poil de coton, tout dépend du médium que j'utilise. Mais le plus important aussi, c'est d'apprendre comment faire, par exemple, une sculpture. La sculpture aussi, c'est dans mon domaine parce que je fais beaucoup de sculptures sur 7 mètres de hauteur, donc sur des thèmes qui me parlent. Parce qu'il y a un thème qui m'a parlé beaucoup sur les cheminots, sur les chemins de fer, parce que je voulais rendre hommage aux cheminots qui ont mené des combats de grève dans les années 1947. Et cette œuvre-là rappelle le cheminot. Quand vous allez à Thiès, cette œuvre est dressée fièrement au milieu des chemins de fer, de la direction générale, pour parler l'homme debout, l'homme de fer pour montrer comment les syndicalistes étaient difficiles à plier ou des choses comme ça. Il y a d'autres œuvres qui sont un peu partout disséminées. La plus importante, c'est aussi l'œuvre que j'ai réalisée avec l'IRSF. L'IRSF est un centre de recherche dirigé par le professeur Mbo, qui à l'époque avait reçu un financement pour construire le premier centre de recherche au Sénégal, le deuxième centre parce qu'il y a un autre centre. Mais lui, c'est un centre aujourd'hui qui rayonne sur toute l'Afrique de l'Ouest. Il fallait faire une sculpture monumentale pour penser, et j'ai fait une grande molécule de 7 mètres de hauteur. Là aussi, ça a été inauguré donc, la dernière fois.
Au-delà, j'ai fait aussi d'autres travaux sur d'autres médiums, comme par exemple l'encre de Chine. C'est ça que j'ai d'abord maîtrisé avant d'ailleurs l'encre de Chine, parce que je me plaisais d'aller acheter ma bouteille d'encre, d'utiliser la plume et de travailler sur l'encre de Chine, donc le noir et blanc. Le noir et blanc, je l'ai fait pendant des années et des années. Et j'étais tellement content de réussir surtout les tonalités de couleurs. J'ai quitté là-bas pour aller maintenant directement vers la peinture, donc sur d'autres médiums. Et dans l'encre de Chine, par exemple, c'est sur le papier, parce qu'on peut travailler sur le papier Canson, le papier, par exemple, Bristol. Il y a beaucoup d'autres matériaux, même le papier craft, tout dépend de l'artiste que vous faites ressortir. Il y a aussi la toile que j'utilise. Sur le planting, il y a la toile de jute, la toile de coton, la toile de lin. Tout ça, c'est des médiums qu'il faut, c'est des supports qu'on peut utiliser pour travailler sur le. Maintenant, sur le plan de la peinture, il y a de l'acrylique, il y a la peinture à l'huile, il y a l'eau forte, il y a le fusain, les pastels. Tout cela, donc d'autres matériaux même qu'on utilise pour arriver à avoir les résultats, parce que moi, j'aime la matière. Dans mon travail, j'aime beaucoup la matière parce que j'insiste toujours sur la matière pour avoir une certaine dualité entre le fond et la forme. Ça me permet de sentir que l'œuvre est en train de vivre, elle est dynamique, elle peut communiquer. C'est un peu les différents médiums que j'utilise dans mon travail. D'accord. Ok. Pour parler maintenant des thèmes que vous abordez, on parlait tantôt du thème communautaire, du partage. L'œuvre choisie aborde justement ce joli thème. Est-ce que vous parlez d'autres thèmes tels que d'environnement? C'est une question qui me plaît énormément parce que j'ai appris à comprendre à travers l'art africain. Parce que quand on commence par la Renaissance, arriver à l'art moderne, arriver à l'art contemporain avec tous les soubresauts, je peux dire tous les soubresauts. Parce que l'histoire nous enseigne comment l'art a évolué en Afrique, de l'Europe en Afrique. Et en Afrique, nous avons une réalité, mais je n'ai jamais voulu m'inscrire dans cette dynamique-là. Moi, je suis un artiste libre. Je travaille selon mon corps. Je fais ce qui me plaît. Si ça plaît aux autres, tant mieux. Comme je le dis souvent, que si on n'est pas d'accord, ce n'est pas de ma faute. Mais je sais faire ce que je sens. À travers mes thématiques, je dis, mais nous sommes nés en Afrique. Nous avons grandi en Afrique. Si on prend des repères comme Cheikh Hamidou Kane, comme Cheikh Anta Diop, comme Amadou Hampâté Bâ, mais c'est extrêmement important. Si Amadou Hampâté Bâ disait aujourd'hui qu'il n'y a pas de petit incendie, tout dépend du combustible qu'il a allumé. Ça, c'est des phrases, c'est des citations qu'il faut prendre en compte. Quand on dit Cheikh Hamidou Kane, le grand penseur, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait ces livres dans vos espaces, pour faire connaître la littérature africaine, parce que c'est plein de valeurs, plein d'enseignements. Hamidou Kane qui dit, est-ce que ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie dans l'aventure ambiguë? Moi, j'essaie de voir ce qui a été dit là-bas. J'aime bien lire Zola, j'aime bien lire Sigmund Freud, j'aime bien lire d'autres, même dans toute situation, mais je préfère me référer dans ce que je connais le dire, là où je suis né, j'ai grandi. Donc, je préfère prendre des thèmes qui rappellent la conscience collective, surtout en Afrique. Comment faire pour asseoir ce plaidoyer à travers notre communauté, parce que nous avons énormément de défis à relever. En Afrique, aujourd'hui, par exemple, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Quand je parle de problèmes, parce que l'Afrique a eu beaucoup de retard dans son développement. Nous avons été, freinés par l'esclavage, la colonisation, et tout cela, ça a porté atteinte à notre évolution. Donc l'Afrique a eu du retard sur le plan renseignement, sur le plan de développement, sur le plan de l'éducation, sur plein d'autres plans. Il faudrait maintenant essayer de voir à travers les artistes, les créateurs, comment remonter, faire ce plaidoyer partout où besoin sera. Je travaille actuellement sur beaucoup de thématiques comme l'immigration clandestine. J'en ai travaillé, j'ai ici des tableaux où parlent de l'immigration clandestine intitulés Nicaragua 1, Nicaragua 2. Extrêmement important. Là, je viens de participer, j'ai été même le premier prix en Russie, avec l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg, pour parler de la situation du monde. Et là, c'était le premier prix que j'ai remporté à travers une œuvre majeure qui fait 4,50 m, qui parle des questions des religions. Et pourtant, nous avons tous une religion, mais toujours la guerre continue. J'ai installé une œuvre à la Cour pénale internationale qui parle de la justice par la paix par la justice. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice, il ne peut pas avoir de paix. Parce que dès aujourd'hui, la guerre se déclare partout, aux États-Unis, en Afrique, dans la zone Sahel, partout. Le djihadisme avance à grands pas. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Nous ne devons pas rester passifs. On doit nous lever, faire quelque chose, crier, parler, faire le plaidoyer pour dire que nous sommes des acteurs, nous avons notre voix. Et moi, je travaille sur toutes ces thématiques. D'ailleurs, les thématiques sur l'éducation. D'ailleurs, je travaille avec beaucoup d'ONG et institutions qui font véritablement des ventes aux enchères pour permettre à soutenir ces actions parce que c'est des personnes vulnérables. Quand sur le plan alimentaire, des enfants font 5 à 6 km ou même 7 km pour aller à l'école le matin, le ventre vide, ils reviennent à la maison des fois lessivés. Même en classe, ils ne peuvent même pas apprendre parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont rien dans le ventre. Et moi, je me suis dit, c'est un plaidoyer, c'est un combat. Je suis aussi membre de cette association-là, où je suis pratiquement le secrétaire général, pour gérer ces questions-là, essayer de remonter des fonds pour aider ces enfants vulnérables qui n'ont ni eau ni nourriture pour aller à l'école. Ça leur permettra d'écouter et de pouvoir continuer à travailler. Sur le plan de l'immigration, je travaille énormément sur ces thématiques. Parce qu'aujourd'hui, je sais bien que j'aime bien les Nations Unies, mais il y a beaucoup de manquements qu'il faut dire aujourd'hui. Si les Nations Unies prennent en charge des populations déplacées, il faut aller à la source. Parce que ce sont des djihadistes qui sont venus, qui ont tiré ces familles-là, ces enfants, ces papas, ces mamans. Donc des familles se déplacent avec beaucoup d'amertume parce qu'ils ont laissé une partie de derrière parce qu'ils ont été tués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Nations Unies viennent, ils les mettent quelque part en leur disant, nous allons vous mettre ici, nous allons vous prendre en charge. C'est très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas revoir ce système des Nations Unies, leur véritablement intervention sur les populations, sur les peuples, sur les communautés? Ils leur mettent quelque part, ils les amènent des vivres. D'ailleurs, vous voyez comment même ils envoient les vivres par avion. C'est indigne, souvent dans certaines communautés. Ou bien, ils sont là avec des tentes, on leur donne quelques nourritures, de l'eau et ainsi de suite. Mais c'est le décrochage scolaire. Parce que ces enfants-là, quand ils sont mis quelque part ils ne vont pas à l'école. Ensuite, quand les pluies arrivent, c'est le problème parce qu'il y a encore les diarrhées, les maladies, parce que les pluies, les inondations les trouvent là-bas. Et ils ne sont pas en sécurité. Donc je pense que c'est des situations véritablement de solutions précaires. Il nous faut parler, il nous faut agir, il nous faut peindre pour dénoncer tout cela. Donc moi je suis intéressé par tous ces thèmes-là, aujourd'hui qui tournent autour de nous, pour le bien-être commun, pour le bien-être universel.